Bah tiens, on les entend là, je ne sais pas si vous les entendez. Ils sont en train de se chamailler dans les arbres pour savoir qui c'est qui va avoir les grains de blé certainement. Alors nous sommes environ une semaine plus tard, c'est-à-dire après ma dernière vidéo où je vais vous montrer la levée du blé. Et nous avons un petit problème qui est indépendant de notre volonté, qui s'appelle le moineau. Voilà. Alors la levée avait très bien démarré, tout était parfait, dans le meilleur des mondes. Mais dans le meilleur des mondes, normalement, il n'y a pas de moineaux, enfin pas autant qu'ici. Et je vais vous montrer ça. Ils sont en train de nous ravager la parcelle. Je vous avais dit donc que j'avais sursemé, que j'avais mis un petit peu plus parce que les grains qui resteraient en surface seraient mangés par les oiseaux. Ils l'ont été. Mais le problème, c'est que les moineaux sont aussi en train de tirer les plantules pour pouvoir manger les grains germés. En fait, à la base des plantules, je vais vous montrer ça. Et du coup, ils sont en train d'éclaircir complètement le champ dans une proportion que je n'avais encore jamais vue. Je ne donne pas cher en fait du bas de la parcelle, hein, je vous expliquerai. Je ne sais pas du tout si ça va être du blé en fait l'année prochaine ou si ça va être un champ de mauvaises herbes. Le haut de la parcelle, ça va un petit peu mieux. Je vais déjà vous montrer les dégâts et vous expliquer en fait leur façon de procéder. Alors là, par exemple, on voit des petites feuilles, vous voyez, qui sont posées à même le sol. Voilà, des débris de feuilles. Ici encore, un. Ici, on voit des germes qui ont été sectionnés. Donc là, il a même déjà repoussé. Il a dû être sectionné il y a 2 ou 3 jours, celui-là. Voilà, on voit vraiment qu'il n'arrête pas. Hein. Il y a des morceaux de feuillage qui sont posés partout sur le sol. Et toutes les plantules, en fait, ont été sectionnées, un peu comme celle-ci. On voit la gaine blanche et en fait, il n'y a plus de verdure au-dessus. Parce que la verdure, elle a été déposée quelque part par terre. Voilà, on voit ici par exemple, c'est pas normal qu'on voit la gaine de ce grain-là. Ils ont tiré dessus, en fait, ils ont essayé de le déterrer. Leur mode opératoire, je vais vous expliquer. Donc il y a voilà un germe de blé comme ça. Et le moineau, il a compris que lorsqu'il vient pincer la feuille et qu'il tire dessus, eh bien en fait, il a peut-être une chance sur 2 de sortir le grain qui est en train de germer encore à la base du germe, en fait, qui est encore attaché à la feuille. Et là, on voit ici exactement ce qui s'est passé. Donc là, il a tiré sur une feuille, le grain est venu avec, et le moineau, en fait, il a mangé l'intérieur de l'amande, et il a laissé ici le péricarpe. On voit que le grain ici, il est complètement vidé, en fait. Il ne reste plus que l'enveloppe. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que le moineau, lorsqu'il s'attaque au blé sur pied avant la récolte, comme je vous l'ai montré d'ailleurs aussi cette année, il s'attaque au blé avant la récolte parce qu'avant la récolte, le grain de blé, il est encore, on va dire, laiteux, il est encore humide, il est très gros, très gonflé, mou. Et du coup, en fait, le moineau arrive à venir le décortiquer. Il arrive à manger l'intérieur de l'amande, donc en fait l'amidon, et il laisse en fait le péricarpe, l'enveloppe du grain, il la laisse sur place, il la laisse par terre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a constaté cet été, au pied des chaumes de blé. En fait, il y avait plein de péricarpes, de grains qui étaient évidés. Et donc le moineau, vraiment, il adore manger du blé en fait lorsqu'il est encore à cet état laiteux. Hein, il préfère ça que le grain sec, quoi, le grain qu'on va donner aux poules. Il le mange quand même, mais ce grain-là, je ne pense pas qu'il arrive à l'évider, il est obligé de le manger. Et finalement, c'est moins nutritif pour lui que de manger uniquement l'intérieur du grain. Et là, en fait, ce qu'il retrouve ici, après semis, c'est exactement la même condition, c'est-à-dire que le grain qui a été mis en terre a commencé à absorber de l'humidité, donc a commencé à germer. Il a même germé puisqu'il a fait une première petite feuille. Et du coup, cet amidon, il est mou en fait. Et le moineau, il arrive à faire exactement la même chose. Lorsqu'il arrive à sortir ce grain de terre, qui est gros, qui est mou, eh bien, il arrive à faire ce que je viens de vous montrer. Il mange le reste d'amidon contenu dans le grain, puisqu'une partie a déjà été utilisée pour faire la première pousse et les premières racines, mais il reste encore pas mal d'énergie. Et le moineau, voilà, il se délecte de ça. Il mange l'intérieur du grain et il laisse les péricarpes sur le sol. Et en fait, ce que je viens de vous montrer là, le péricarpe évidé, il y en a partout en fait là sur la parcelle. Ce qui veut dire que les moineaux ont en fait réussi à tirer une grande partie du blé et à manger les grains. Et ça se voit aussi parce que dans la parcelle, on a énormément de ces petits morceaux de feuilles qui sont restés sur le sol. Par exemple ici, ça c'est typique de leurs dégâts. Vous voyez, ici on a les premières feuilles, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, qui elles
ne sont pas mangés parce que leur but c'est pas de manger en fait la partie verte là qui sort, c'est vraiment de tirer dessus pour sortir le grain et pour pouvoir ensuite manger le grain sur le sol. Donc voilà, regardez, il y en a partout. Là, ici. Donc ça a été sectionné et ici on trouve le morceau de feuille. Alors ça par exemple, vous voyez, ça a été sectionné, mais parce que le grain a déjà commencé à tirer des racines, eh bien en fait le grain n'est pas sorti. Donc là le moineau il s'est épuisé finalement pour rien. Il a tiré sur la feuille, il l'a posé par terre et il n'a pas réussi à manger le grain de blé. Donc potentiellement cette petite plantule là qui a quand même été sectionnée, si le moineau ne revient pas la sectionner une deuxième fois, et si on n'a pas une limace qui dans la semaine va venir encore le bouffer, ça va devenir du blé. C'est juste qu'on a perdu beaucoup de temps, mais ce n'est pas encore gagné. Hein, parce que le moineau, en fait, à l'heure où je vous parle, là, ils sont en train d'attendre que je m'en aille pour continuer leur méfait. Ce n'est pas fini. Et je ne sais pas en fait quand est-ce que ça va finir. Et c'est ce qui me fait penser aujourd'hui que là, la culture de blé, elle est vraiment, mais vraiment en danger parce qu'ils sont acharnés. Bon, alors encore une fois, nous sommes dans une société où le budget farine n'est pas incroyable. Surtout que ça, ce n'est pas notre consommation annuelle de blé. Franchement, je ne sais pas où on est en train d'aller là avec le champ de blé. On verra ça ensemble de toute façon. Je ne vais pas pleurer, mais je voulais vraiment vous faire ce retour qu'il y a des environnements comme ça où vous avez beau faire tout ce qu'il faut. Vous avez un sol vivant, vous voyez, il est encore plein de turicules. Vous avez vraiment utilisé des techniques douces. Vous avez des bons champignons dans les sols. Vous avez vraiment fait les choses bien. Et en fait, vous avez un élément extérieur qui est complètement indépendant de votre volonté, que sont les moineaux, qui viennent d'ailleurs, hein, qui ne sont pas liés directement à ce sol, et qui vous ravagent tout, quoi. Alors là, vous avez certains qui vont me dire oui, mais ça c'est parce que l'homme il est en compétition sans cesse avec la nature. Alors je suis d'accord dans une certaine mesure avec ça, mais ça dépend de ce qu'on appelle la nature. Est-ce qu'on considère que le moineau, finalement, c'est la nature? Alors encore une fois, le moineau, hein, je vous l'avais déjà dit, je vous le répète, son nom commun, c'est le moineau domestique. Le moineau, en fait, c'est un animal qui paraît comme ça sauvage, parce qu'en apparence, il n'a pas besoin de nous pour vivre, on n'en fait pas l'élevage, mais c'est un animal, c'est un oiseau qui suit les civilisations humaines depuis qu'on a développé la culture des céréales, en fait. Au Moyen-Orient, son ancêtre, c'était un oiseau sauvage qui, en fait, a coévolué avec l'homme, notamment les pratiques d'agriculture et de culture des céréales de l'homme. Et aujourd'hui, partout où vous avez du blé, partout où vous aurez une civilisation qui cultive du blé, hein, peut-être le riz, je ne sais pas pour le riz, mais en tout cas le blé c'est sûr, eh bien en fait vous aurez du moineau dans le paysage, c'est comme ça. Donc ça déjà il faut bien comprendre qu'en fait cet oiseau, en apparence il est sauvage, mais en fait il vit à nos dépens, et en fait c'est vous qui en fonction de votre comportement dans l'environnement allez oui ou non le favoriser. Quelques moineaux comme ça dans un paysage, je vous ai dit c'est pas bien grave, ils mangent un petit peu de blé, ils prélèvent, on en sème un petit peu plus et ça va. Ici, on a un gros problème en fait dans le petit village. Ici, on a beaucoup de moineaux et ça crée du coup beaucoup de dégâts. Hein, que ce soit avant la récolte ou là, vous le voyez, au moment de la levée. Alors, je vais vous expliquer d'où ça vient ce problème. C'est qu'un animal, si vous lui donnez le gîte et le couvert, eh bien, il va venir en fait. Hein, il va venir, il va rester, il va se multiplier, il va bien vivre, etc. Et en fait, ici, le gîte, ils l'ont par les vieux bâtiments en pierre qui sont présents dans le village. Et voilà, il y a certains pignons qui n'ont pas encore été rénovés, on a des trous dans les murs et ils font leur nid en fait dedans. Voilà, il y a des colonies de moineaux qui peuvent s'installer parce qu'ils ont le gîte. Hein, et le gîte est facile, il y a des cavités dans les murs. Et voilà, donc pour eux déjà le gîte il est là, il est présent, ils sont bien à l'abri dans les cavités des murs. Donc déjà, de ce point de vue là c'est bon. Et en fait on a un petit problème dans le village, c'est qu'on a une voisine qui nourrit ses poules en fait en laissant du blé toute la journée dehors dans des bacs en fait, hein, dans les parcours des poules en fait il y a des bacs, on va dire des casseroles remplies de blé qui est à disposition donc de ces poules, mais surtout des moineaux absolument toute la journée et toute l'année. Et en fait le problème c'est que ça favorise le moineau, ça soutient les populations de moineaux et notamment en hiver en fait. Normalement un moineau en hiver eh bien, il doit un petit peu souffrir, c'est normal, c'est la nature. La nature fait les choses bien, elle décime un petit peu les populations parce que voilà, il fait froid, la ressource alimentaire est rare, etc. Et on
perd des individus et du coup, chaque printemps, le moineau est obligé de refaire des petits pour voilà, reconstruire des colonies. Et normalement, ça marche un petit peu comme ça en dents de scie, quoi, hein. Ça monte et puis après l'hiver arrive, ça meurt, ça remonte, ça meurt. C'est le principe du vivant. Et le problème, c'est que quand vous laissez des casseroles de blé tout l'hiver à disposition des poules en extérieur, eh bien, les moineaux viennent se servir et en fait, ils ne connaissent pas la disette de l'hiver et les populations en fait ne sont pas gérées en fait par la nature. Et donc là, vous voyez qu'en fait, le problème, c'est pas d'être en lutte avec la nature, c'est pas en rapport avec cette lutte perpétuelle, ah, il va falloir aller tous les décimer, etc. Non, non, non. C'est encore une fois, c'est l'homme qui a merdé quelque part par sa pratique, qui est, donc là je vous dis, une voisine qui laisse du blé toute l'année dehors, ou dans les grandes fermes aujourd'hui, il y a encore des agriculteurs qui ont leurs céréales qui ne sont pas dans des silos fermés. Donc à partir du moment où vous ne fermez pas vos silos, où vous laissez du blé, et que vous nourrissez les oiseaux en hiver, par exemple, avis à ceux qui le font, eh bien en fait vous risquez de favoriser des nuisibles qui derrière peuvent porter préjudice à vos voisins, ou peut-être à vous-même, si un jour vous voulez faire un petit peu de céréales dans votre potager, mais que vous vous amusez en fait tous les hivers à nourrir les moineaux, eh bien vous vous en mordrez les doigts un jour. Voilà, donc là ça me permettait d'aborder ce sujet, quoi, d'être toujours en lutte avec la nature. Alors oui, mais non, parce que le moineau, c'est pas vraiment la nature. Le moineau, c'est un petit peu un compagnon de l'homme. Hein, si on met l'homme en dehors de la nature, le problème c'est que la nature, chacun la définit un petit peu bizarrement. Pour moi, ça ne veut rien dire. Mais on va dire qu'en général, l'homme se définit un petit peu comme l'homme, et puis voilà, il y a la nature, il y aurait la nature à protéger, ou, etc. Certains voient la vie comme ça. Alors si on se met dans cette position-là, eh bien, il faut se dire qu'en final, le moineau, il est plus du côté de la vie humaine que de la nature sauvage. Hein. C'est vraiment un compagnon de l'homme. Et aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que si on imagine, hein, si on vidait complètement la France de ses habitants humains, hein, imaginons demain on évacue la France, donc il n'y a plus une seule activité humaine en France, eh bien en fait les populations de moineaux disparaissent. En fait, les moineaux ne peuvent pas vivre là où il n'y a pas d'humains, ça n'existe pas. Ça, il faut bien le comprendre. On n'a aujourd'hui pas d'exemple de moineaux qui vivraient à un endroit où il n'y a pas d'humains. Ça n'existe pas. Et en plus, il faut que ces êtres humains aient des pratiques d'agriculture basées notamment donc, sur la céréale et sur le blé en particulier. Là où les moineaux ont fait le plus de dégâts, ça va être, en fait, vous voyez, le long de la navette fourragère, là, parce qu'ils viennent, ils mangent, ils font ce que je vous ai dit, là, ils tirent sur les grains de blé pour les manger, et hop, ils vont se remettre à couvert dans le feuillage. Et du coup, ils sont à l'abri des prédateurs, hein, et notamment ici de l'épervier, parce qu'on en a, hein, on a des prédateurs de moineaux, on a beaucoup de rapaces. Mais voilà, là, le problème, c'est que on a un couvert qui est très haut et qui les cache bien. Et de la même manière, en fait, ici, vous voyez, il y a les grands arbres avec notamment beaucoup de lierre en fait sur les troncs, etc. On a du houx, on a encore beaucoup de feuillage. Et de la même manière, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se mettre dans ces feuillages. Donc là, ils sont bien à l'abri de l'épervier et ils n'ont qu'à faire 10 mètres pour venir manger le blé ici. Et résultat des courses, c'est le bas de la parcelle. C'est justement ici, là, le bas de la parcelle, qui est le plus atteint. Parce qu'il y a cette capacité à se cacher. Donc ça, il faut aussi en prendre compte, c'est-à-dire éviter peut-être les abris. Hein. De la même manière, en fait, ici, j'ai ma petite haie là. Là aussi, ils sont bien, hein, parce que c'est épineux. Eux arrivent à aller se mettre dans la haie d'aubépine, et puis ils ont 5 mètres à faire pour aller me bouffer le blé, quoi. Voilà, donc c'était pas forcément une bonne idée de la mettre là, parce qu'ils font des allers-retours entre la haie d'aubépine, bien à l'abri, et puis le champ de blé pour tout bouffer. Voilà, donc c'est aussi un petit peu pourquoi là cette année c'est pire que les années précédentes, parce qu'ils ont la haie qui est beaucoup plus touffue maintenant qu'avant, donc ils ont vraiment un couvert par rapport à l'épervier, et puis cette année là la navette qu'on n'avait pas fait les autres années et qui leur apporte un couvert, quoi. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi cette année, alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de moineaux que l'année dernière, les dégâts sont vraiment assez incroyables. Là je ne sais pas du tout ce qu'il lancera en fait de la suite. Le haut de la parcelle sera forcément en blé, là ça va, mais si ça trouve le bas, je
je remettrai un maïs au printemps. Je ne sais vraiment pas ce qu'il va en être. On va voir, on va voir. Parce que, encore une fois, j'ai quand même certains grains de blé qui ont été décapités, mais voilà, le grain est resté en terre et ça a tiré des racines, voilà, un petit peu comme ici. Ça a été décapité, mais vous voyez, ils n'ont pas réussi à le sortir. Et s'ils ne viennent pas tirer une deuxième fois dessus, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait avoir du blé quand même dans le bas de la parcelle, mais beaucoup moins. Et c'est pas encore assuré, quoi. On pourra dire que déjà vos pratiques, hein, par rapport notamment au nourrissement de vos volailles, eh bien, si un jour vous voulez faire des semis de blé comme ceux que je vous ai montrés, ben, faites les choses bien, hein, faites en sorte de ne pas surnourrir des populations de moineaux autour de chez vous. Adaptez vos pratiques d'élevage. Tout votre grain et toutes vos céréales doivent être dans des silos fermés, hein, dans des caisses fermées, dans des choses qui sont inaccessibles aux moineaux. Hein, et ça marche aussi avec les souris, avec les rats, etc. Y a des gens comme ça, ils pensent qu'avoir des rats, c'est normal en fait, parce qu'on fait de l'élevage. En fait, non. Nous, avec nos vaches qui ne mangent déjà que de l'herbe et du foin et qui n'ont pas de grains, et bien du coup, on n'a pas de gros volume de grains à leur donner et à stocker, et du coup, on n'a pas de rats en fait. Et le peu de grains qu'on a, c'est pour les poules. Et le grain est dans des fûts, quoi, dans des fûts bleus ou dans des poubelles, hein, des containers là, à roulettes, complètement fermés, complètement étanches. Aucun animal ne peut manger du grain à part nos poules en fait. Et moi, je vous invite vraiment à travailler là-dessus parce que ben voilà, même si vous ne semez pas de blé, ben peut-être que vos voisins, vous voyez, peut-être que vous avez votre voisin qui est fou, un peu comme nous, et qui a envie de se faire plaisir avec une petite parcelle de blé. Et puis vous, ben voilà, avec votre élevage de moineaux ou vos pigeons, ben vous lui cassez les couilles. Hein. Donc ça c'est important, hein, la vie à la campagne, c'est important de toujours voir un petit peu l'impact qu'on a sur son environnement. Alors nous sommes arrivés il y a 5 ans, la voisine elle est née dans le village. Ça fait plus de 40 ans qu'elle élève ses animaux comme ça, donc nous on ne lui a rien dit et puis on ne lui dira rien parce qu'on préfère être en bonne entente avec nos voisins, hein, que de se froisser pour des conneries là, pour 180 mètres de blé. On ne va pas aller lui expliquer comment il faut faire, mais voilà, en tout cas moi je profite là pour ceux qui peuvent remettre en cause un peu leurs pratiques ou qui vont s'installer ou qui ont des projets un petit peu comme ça, réfléchissez bien à ça, ne laissez pas la nourriture traîner. Donc déjà ça vous coûtera cher, c'est aussi un nid à maladies, hein, notamment sur les rongeurs. Si vous faites venir beaucoup de rongeurs dans vos élevages, bah, ce sont des réservoirs à maladies. Voilà, et encore une fois, même si vous derrière vous vous en foutez, bah, peut-être que vos voisins eux ne s'en foutent pas. Je vais faire un peu de pub là du coup à un truc qui s'appelle La Hulotte, hein, donc c'est un petit magazine. Alors vous pouvez vous abonner pour les 5 prochains numéros, ou vous pouvez aussi trouver des numéros sur leur site en fait, sur des sujets qui vous intéressent. Et ils ont fait là justement les 2 derniers numéros, c'était sur le moineau. Et c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses sur le moineau et voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui de mieux comprendre tout ce qui se passe. C'est vraiment un animal qui peut développer des comportements alimentaires en fonction de l'endroit où il est et de la ressource. Alors je fais encore quelques ajouts là parce que j'ai commencé à monter la vidéo et puis c'est vrai que l'impression que ça donne c'est que oui c'est une vidéo qui est complètement à charge contre le moineau. Hein, on a l'impression que le moineau est devenu mon pire ennemi, ce qui est un petit peu vrai. Alors je le considère plutôt comme un adversaire, hein, un adversaire que je respecte, que j'apprends à connaître. Et qui doit aussi apprendre à me respecter, quoi, à nous respecter, à respecter le travail qu'on fait ici. C'est-à-dire que s'il se comporte comme un ravageur, là, à ce moment-là, il faut intervenir, hein, quoi qu'il arrive. Alors, je reviens un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'en France, donc, il est interdit donc, de détruire hein, les moineaux, c'est une espèce protégée. C'est une espèce protégée parce qu'en fait, on s'est rendu compte au cours des dernières décennies que le moineau, il tend à disparaître, hein, malgré ce qu'on peut croire. C'est une espèce voilà, qui disparaît, les effectifs même au niveau mondial en fait s'amenuisent. Du coup les législateurs ont jugé bon de dire qu'il fallait le protéger. Alors le problème c'est qu'il disparaît, oui, mais il disparaît dans des endroits bien précis. Il disparaît dans les villes, hein. Il faut savoir que le moineau c'était un oiseau qui était très commun dans les villes et il disparaît alors pour plein de raisons. Et encore une fois, je vous renvoie à La Hulotte, hein, où vous apprendrez toutes ces choses-là, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a rien de précis, on ne sait pas exactement pourquoi il disparaît, mais en fait, ce sont plein de choses conjuguées qui font que la vie pour le moineau n'est plus facile en fait en ville. La ressource alimentaire s'amenuise. Hein, par exemple, avant qu'on ait des voitures, il y avait des chevaux, les chevaux avaient des sacs d'avoine, et l'avoine, il en tombait toujours un peu par terre, ou elle était à moitié digérée par le cheval, et le moineau, du coup,
manger l'avoine dans le crottin ou ce qui était tombé par terre. Donc ça par exemple c'est une ressource alimentaire qui a existé pour le moineau pendant pas mal d'années, voilà, des centaines d'années. Et d'un coup, pouf, la voiture est arrivée, plus de chevaux en ville. Et déjà, c'est une ressource alimentaire qui lui a fait défaut. On peut parler des façades en fait, qui sont de plus en plus rénovées, isolées par l'extérieur. Il n'y a plus aucune cavité pour lui, pour faire ses nids, etc. Donc, il a de moins en moins de possibilités de gîte. Donc, on a déjà le gîte et le couvert qui ne sont plus ceux d'antan. Voilà, plus la pollution. Plus a priori le moineau s'amuse à prendre les mégots pour faire les nids pour ses petits en tirant les filaments là dans les filtres, et le problème c'est que ça c'est plein de saloperies et ça entraînerait d'après les études des problèmes sur les moineaux. Et vous voyez en fait ce sont plein de choses qui font que l'environnement de la ville est devenu détestable en fait pour lui, pour sa vie. Et dans les campagnes il y a autre chose, il y a que les tracteurs aujourd'hui, les machines travaillent beaucoup mieux qu'avant. Il y a beaucoup moins de grains finalement qui est laissé au sol. Donc c'est pareil, de la ressource alimentaire qui est réduite. Les agriculteurs quand même passent de plus en plus sur des silos fermés, etc. pour oui, éviter d'avoir des grosses populations de moineaux autour de leur ferme qui posent des problèmes. Donc pareil, c'est une ressource qui s'amenuise, parce qu'avant les greniers à grains, ils n'étaient pas forcément étanches aux moineaux, donc ils arrivaient toujours à chaparder un petit peu de grains et à vivre. Et on a aujourd'hui le problème par exemple de la semence enrobée, ça c'est quelque chose. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, tout ce qui est semé dans un pays comme la France, quasiment tout est enrobé en fait, avec des fongicides. Et ce sont des choses que le moineau n'aime pas prendre en bouche. Il ne va pas prendre un grain de blé plein de fongicides. Et s'il le fait, à mon avis, ça va mal se passer pour lui. Et ça, ce sont des choses dont on ne parle pas, mais en campagne, il y a ce problème-là aussi. Pareil, la ressource, au moment des semailles, elle n'est plus là, comme elle est là en fait chez nous. Notre graine n'étant pas enrobée, là c'est la fête pour le moineau, c'est la folie. Il vient, il bouffe tout, alors que 100 mètres plus loin, il ne mange pas le grain enrobé. Et donc en fait pareil, c'est cette agriculture qui a simplifié les systèmes, qui travaille en fait trop proprement. Pareil, en campagne aussi, on rénove les maisons, donc les trous sont bouchés, donc il y a moins de gîtes, etc. pour le moineau. Et donc ce sont toutes ces choses conjuguées qui font que le moineau il est plutôt en régression, à la fois dans les villes et dans les campagnes. On a aussi le problème des insecticides, qui dit insecticide dit moins d'insectes dans les campagnes, ça on l'a tous remarqué. Lorsque moi j'étais petit, je pouvais faire la chasse aux papillons en fait pendant des heures. Aujourd'hui, franchement, si j'en vois 4 dans l'année, je suis content, quoi. Et en plus, ce sera que de la pyrite du chou. Alors, vous voyez un peu le truc. On a quand même un gros problème dans les campagnes aussi avec ces insecticides. Il va falloir arrêter de le nier. Des insectes en moins, ce sont des proies en moins aussi, parce que le moineau, il a aussi sa petite utilité. Au moment du nourrissage de ses petits, le moineau, en fait, il va beaucoup plus s'orienter vers un régime insectivore, quoi. Il va chercher de la protéine pour un bon développement de ses petits. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui fait défaut dans les villes, les insectes. Et pareil, le moineau, il n'arrive plus à avoir la dose de protéines pour ses oisillons qui sont tout chétifs et qui ne vivent pas en fait. Et donc dans les campagnes, on a aussi ce problème-là de la ressource en insectes qui n'est certainement plus celle qu'elle était à l'époque. Voilà, donc c'est pourquoi le législateur il a jugé bon de dire le moineau on n'y touche plus. Mais le problème c'est quand vous avez des gens comme nous qui travaillent un petit peu à l'ancienne, avec de la semence non enrobée, avec des bâtiments en pierre qui ne sont pas encore tous rénovés, et en plus, malgré qu'on rénove les bâtiments, imaginons que demain on ait rénové tous nos bâtiments. En fait, il faut savoir que nous, notre but n'est pas d'enlever complètement le gîte pour le moineau. Si demain on parvient à refaire toutes nos façades et qu'on n'a plus de trous pour le moineau, en fait, ça va paraître un petit peu bête ce que je dis, mais nous on va installer des nichoirs à moineaux, voilà, parce qu'on en veut encore. Mais l'avantage d'une nichoir, c'est que ça nous permettra de réguler le truc. C'est interdit, mais c'est pas grave. On aura toujours des moineaux, mais si on voit que ça dégénère, hop, on peut aller faire ce qu'il faut. Et ça rejoint un petit peu historiquement ce qui pouvait se pratiquer en Italie, par exemple, où on mangeait les moineaux. Bon, ça se fait encore, mais dans certains restaurants, mais il ne faut pas le dire, ça se fait sous la table. Et en fait, les Italiens, à l'époque, ils avaient justement des nichoirs en terre cuite qu'ils disposaient sur leur façade. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient les moineaux se développer et nourrir leurs petits, ce qui permettait du coup d'avoir le côté bénéfique du moineau, c'est-à-dire insectivore. Donc il allait manger des chenilles, des mouches, des choses qu'on ne veut pas forcément voir sur les cultures.
Mais les Italiens, les premières nichées de l'année, en fait, ils allaient, juste avant que les oisillons sortent, ils allaient les prendre quoi, hein, pour les manger. Et en plus, du coup, ça permettait aux populations de moineaux d'être régulées. Et les Italiens prenaient soin quand même, parce qu'ils n'étaient pas fous. Hein, encore une fois, ce n'est pas une histoire de lutte avec la nature, c'est une histoire de bien gérer les choses. Les Italiens, ils laissaient la dernière nichée vivre, ce qui leur permettait, l'année d'après, d'avoir encore du moineau, en fait. Et ils avaient toujours du moineau, mais leur pratique, qui était de les manger, et de gérer leur gîte, hein, avec des pots en terre cuite, eh bien, faisait qu'ils n'avaient pas forcément d'explosion du moineau. Voilà, ils pouvaient gérer les populations. S'il y en avait trop, on en mangeait plus. S'il y en avait moins, on en mangeait moins. Et on gérait ça. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui me paraît logique, en fait, qui est intelligent. Encore une fois, la pression des moineaux, je vais faire en sorte qu'elle soit plus faible, hein, qu'il y en ait toujours, mais qu'elle soit plus faible. Mais voilà, je peux encore moi-même améliorer un point qui évitera justement les dégâts des moineaux. Alors, je vous l'avais dit dans la vidéo sur le semis, je vous ai dit, au moment où j'utilisais le râteau comme une herse pour enterrer les grains, je vous ai dit que si vous voulez vraiment peaufiner votre semis, vous pouvez faire un deuxième, voire un troisième passage de râteau, mais que voilà, moi, je ne le faisais pas cette année. Eh bien, en fait, c'était un petit peu l'erreur cette année. J'aurais dû prendre une demi-heure supplémentaire pour faire deux petits passages de râteau vite fait et bien enterrer les semences. Ça aurait eu deux effets. En fait, premier effet déjà, si j'avais fait donc deux passages supplémentaires de râteau, j'aurais enterré l'intégralité de la semence. Hein. En tout cas, je me serais appliqué pour ne plus voir de semences sur le sol. Et ça aurait déjà eu un premier effet, c'est-à-dire que les moineaux n'auraient pas été attirés sur la parcelle. Parce que forcément, la vision, en fait, hein, c'est visuel. Ils ont vu les grains de blé sur le sol. Donc déjà, ils ont été attirés comme des aimants par ces grains de blé qui étaient restés sur le sol. Alors ça, déjà, c'est une première erreur de ma part. Parce qu'une fois qu'ils ont compris qu'il y avait du blé sur le sol, ils mangent tout ce qu'il y a sur le sol, sauf qu'après, ils commencent à être curieux, ils commencent à voir qu'il y a des grains à demi enterrés, après ils commencent à voir que en tirant sur la feuille, eh bien, on peut faire apparaître du grain, etc. En fait, le fait d'avoir laissé du grain sur le sol a été une erreur, ça les a fixés sur la parcelle. Donc ça déjà, je prendrai soin de mieux enterrer ma semence. Et deuxième point, le fait de passer finalement le râteau une deuxième voire une troisième fois, ça aurait aussi permis d'enterrer le grain un petit peu plus profondément. Voilà, on peut dire que là, avec un passage de râteau, comme je vous ai dit, la semence s'est retrouvée entre la surface et 2 cm sous la surface. Mais si j'avais insisté un petit peu plus avec mon râteau, le grain serait certainement descendu à 3-4 cm en fait, sous terre, c'est-à-dire dans l'horizon que j'avais travaillé avec mon cultivateur. Hein. En fait, le grain serait beaucoup mieux tombé dans cet horizon-là. Et ça aurait eu un autre effet, en fait, c'est-à-dire que la semence, qui serait par exemple, disons, à 4 cm sous terre, le temps en fait que son germe apparaisse à l'extérieur, elle aurait eu le temps de faire beaucoup plus de racines, hein, puisque ça aurait duré plus longtemps. Il faut imaginer la pousse de la première feuille du blé. Entre sortir de terre sur 1 cm et sortir de terre sur 4 cm, forcément elle va mettre plus de temps. Mais pendant ce temps-là, il y a un système racinaire qui se met en place. Et du coup, ça aurait aussi permis un truc, c'est que lorsque le moineau il vient tirer sur la feuille verte, eh bien on aurait eu beaucoup moins de semences qui auraient été déterrées. On aurait donc eu beaucoup plus de grains, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, qui seraient restés accrochés dans le sol. Alors certes, ils auraient été décapités une fois, mais voilà, ils auraient repoussé derrière. Alors que là, en ayant un semis assez superficiel, vraiment, je pense même que plus de la moitié des grains ont été sortis en fait. En tirant dessus, ils les ont sortis très facilement parce que voilà, il y avait peu de terre par-dessus, le système racinaire était peu développé, donc ils ont réussi à chaque fois à le sortir et à becqueter. Donc voilà ce que moi, en fait, je peux déjà faire dans un premier temps pour améliorer ce semis. Si vous avez un problème de moineau chez vous, vous pouvez aussi faire ça, l'enterrer plus profondément et surtout avoir un semis très propre avec 0 grain posé sur le sol. Et si vous avez des toutes petites parcelles dans votre potager, si vous faites ça comme ça pour le plaisir, pour essayer, eh bien le Jardin des Sources m'a fait un commentaire en disant qu'on pouvait poser un voile P17 en fait par exemple pour empêcher les moineaux de venir manger le grain. Voilà, ça c'était une solution sur surface plus petite. Nous, on ne le fait pas là, alors ça sera encore possible sur une surface comme ça, mais on ne le fait pas parce que notre volonté n'est pas d'utiliser des voiles et des bâches. En fait, à terme, on veut se passer des bâches, on veut se passer des voiles, et on veut faire sur des surfaces un peu plus grandes. Donc nous, on ne va pas aller sur cette solution-là, mais sur 2, 3, 4 mètres carrés, vous pouvez mettre un P17 et ça va protéger votre semis. Et puis vous l'enlevez quand les feuilles sont déjà devenues assez grandes et que les moineaux ne peuvent pas tirer dessus. Et sur une toute petite surface, vous pouvez mettre aussi en place une petite structure très légère pour mettre un filet anti-oiseau, le filet qu'on met sur les cerisiers par exemple.
au moment du semis, vous l'enlevez ensuite pendant la culture, et puis vous pouvez le remettre à la fin sur cette même structure pour éviter les dégâts des moineaux à la récolte. Parce que c'est ça le problème, hein, c'est que les dégâts ne sont pas finis en fait. Hein. Les dégâts ils sont faits au semis, mais ils sont aussi faits et surtout à la récolte, enfin avant la récolte. Du coup, on verra ce que donnera la parcelle au mois de février. Et en février, je déciderai si le bas de la parcelle, je le passe en maïs par exemple, hein, je le détruis, je remets un petit coup de fumier et puis il sera mis en maïs ou même une betterave fourragère. Voilà, on verra si on détruit en fait le blé, parce que si on a 3 pieds par mètre carré, ça voilà, ça va pas le faire. Hein. On va pas cultiver 3 pieds au mètre carré. C'est pas intéressant d'utiliser de la surface pour ça. Donc ce sera détruit, on remettra un maïs, une betterave. Et autre chose, ce blé, comme je vous dis, je n'en connais pas la variété. Et ce que je vais essayer de faire aussi au printemps, de toute façon, sur les endroits qui vont être vraiment abîmés, quoi, hein, je le vois déjà là ici, on a des endroits où il n'y a quasiment plus rien. Et bien sur ces endroits-là, ce que je vais faire, je vais semer ce même blé au printemps, hein, comme un blé de printemps, pour voir en fait si c'est un blé dit alternatif. Parce que comme je ne connais pas la variété, je ne sais pas si c'est un blé alternatif. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un blé alternatif, c'est un blé qu'on peut semer à la fois donc l'hiver et au printemps. Parce que chez les blés, il y a les variétés de printemps qui ne peuvent pas être semées avant l'hiver parce que en fait, elles ne supportent pas les conditions hivernales. Et on a au contraire certains blés d'hiver qui ne peuvent pas être semés au printemps parce que justement ils ont besoin de la période hivernale et de subir le froid pour leur cycle. Et voilà, il se trouve qu'il existe des variétés dites alternatives qui sont des blés qu'on peut semer avant l'hiver et au printemps. Voilà. Et ça c'est intéressant quand on veut choisir une variété pour plus tard, pour son jardin ou quoi, si on veut se fixer une petite variété. C'est intéressant d'avoir un blé alternatif parce que du coup s'il y a un loupé en fait dans votre semis avant l'hiver, si vous vous rendez compte pendant l'hiver que ça ne va pas du tout, quoi, hein, vous avez un problème ou simplement les conditions hivernales arrivent beaucoup trop vite, vous vous êtes fait prendre par le temps, vous n'avez pas eu le temps d'implanter votre blé, eh bien pas de problème. Votre semence, elle peut aussi servir au printemps, et puis vous le mettez en place fin février, après ça dépend des régions, ici ça serait plutôt fin février, et du coup voilà, avec une variété, vous pouvez faire 2 types de semis, et vous pouvez aussi, voilà, peut-être que je vais détruire le bas de la parcelle l'année prochaine pour le ressemer avec mon blé, mais comme je vous dis, ça va être plutôt un essai, donc ce sera cette année, je vais faire 5 mètres carrés pour essayer, parce que je ne sais pas si c'est un blé alternatif. Voilà, donc en fait ce problème hein, de parcelle de blé qui n'est pas jolie, bon, on trouvera une solution, ça va permettre de faire cet essai de blé alternatif, on le mettra en maïs, on mettra des betteraves, c'est pas un problème, mais voilà, sachez que le moineau peut être un gros souci. Hein, et pour ceux qui ne me croient pas, hein, ici j'ai essayé 2 années de suite de faire du tournesol. Alors quand je vous dis tournesol, ce n'était pas 3 pieds de tournesol dans le potager, c'était une ligne de 30 mètres sur 3 mètres de large. Je l'ai fait 2 années de suite parce que je suis tenace, mais en fait 2 années de suite, les moineaux, principalement les moineaux, le problème c'est que le tournesol ça attire aussi tout le reste, mais principalement les moineaux nous ont déglingué le tournesol à plus de 90% en fait, on n'a jamais rien récolté. Hein, donc normalement dès la première année j'aurais dû être fixé, mais voilà, comme je suis un peu tenace, j'ai refait un semis l'année d'après, et puis là je me suis bien rendu compte que voilà, on a un vrai problème de moineaux ici. Voilà, et ce problème encore une fois il est lié au gîte qu'on offre dans le village avec tous les bâtiments, la voisine qui les nourrit tout l'hiver, le fait que ce soit un petit peu une enclave ce jardin avec beaucoup de... Bah tiens, on les entend là, je ne sais pas si vous les entendez. Ils sont en train de se chamailler dans les arbres pour savoir qui c'est qui va avoir les grains de blé certainement. Il y a une chose aussi qui aggrave un petit peu le fait qu'on ramasse un petit peu tous les moineaux du coin, parce qu'en fait ici on a les moineaux du village ici qui viennent, on a aussi les moineaux du village un petit peu plus bas qui viennent, parce que je les avais vus cet été, tous les moineaux qui étaient en train de déglinguer le champ de blé avant la récolte, en fait je les suivais du regard et je voyais en fait très bien où ils repartaient, et ils repartaient dans le village qui est en bas là-bas, donc ils allaient nourrir leur niché plus loin. Donc en fait ici c'est un lieu qui fixe un petit peu les moineaux de tous les villages aux alentours. Parce que, encore une fois, c'est une enclave, on a les arbres, là, ils sont tranquilles, quoi, hein. C'est un petit peu comme un bout de champ. Les agriculteurs savent que les bouts de champ près des forêts, ben, c'est souvent là qu'il y a des manques hein, de grains, c'est là que les céréales se font bouffer. C'est quand il y a des grands arbres, bien sûr, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas le problème des grands arbres, c'est le problème des oiseaux. Et il faut savoir que juste derrière la maison, on a un champ de blé du voisin, de plus de 4 hectares de blé, qui a été semé encore une fois le même jour, hein, exactement le même jour, mais qui lui n'est pas touché.
il n'est pas touché parce que en fait, l'agriculteur utilise, comme beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, de la semence enrobée. Donc à la base, l'enrobage, il est fait plutôt... il y a un fongicide en fait dessus, c'est pour éviter la fonte des semis, pour éviter plein de choses, hein. Il peut y avoir un insecticide, je ne sais pas exactement. Mais voilà, la semence, en fait, elle reçoit un colorant rouge qui montre qu'elle a reçu un traitement. Et les moineaux, en fait, je pense, et j'en suis même sûr, que si vous leur disposez 4 hectares de blé enrobé ou 180 mètres carrés avec 3 kg de blé non enrobé, en plus je vous avais montré une superbe sélection sur du beau grain bien dodu, ah ben, je peux vous assurer que tous les moineaux, en fait, que ce soit de ce village-là ou du village du bas, en fait, ils viennent ici. Et ils ne touchent quasiment pas le blé enrobé. Je vais vous le montrer, j'y suis allé en fait parce que l'agriculteur a fait tomber du grain en fait en bout de champ. Son semoir n'était pas descendu en terre, donc il y a des endroits en fait où on retrouve du grain sur le sol. Alors les moineaux y ont un petit peu touché, de la même manière que ici, c'est-à-dire qu'ils vont vider l'intérieur. Hein, donc ils laissent le péricarpe avec le fongicide, finalement ils le laissent au sol. Eux ils mangent que l'amidon. Mais globalement, je peux vous assurer qu'ils préfèrent venir manger le blé non enrobé parce qu'on retrouve encore énormément de grains enrobés qui n'ont pas été touchés sur le sol. Alors là, nous sommes dans le champ du voisin qui doit faire à peu près entre 3 et 4 hectares. Et en fait, on voit là qu'en bout de ligne, il avait fait tomber du grain puisque le semoir n'était certainement pas bien descendu. On a pas mal de grains ici, là, donc ça c'était de la semence enrobée, c'est pour ça que c'est rouge. Alors on voit quand même que les moineaux en ont évidé certains. Mais on voit qu'on a quand même pas mal de grains, par exemple celui-là, qui est posé sur le sol. Vous voyez, il a des racines, il a une petite feuille, et il n'a pas été mangé en fait. Les moineaux n'aiment pas tellement le grain enrobé lorsqu'ils ont le choix. Alors voilà par exemple, donc là c'est un grain qui n'a pas été mangé, puisqu'il a eu le temps de faire sa feuille, ses racines, et les moineaux ne s'en sont pas occupés, quoi, alors qu'il était posé sur le sol. Ah bah ça, chez nous, c'est impossible, hein. Un grain qui ne serait pas enrobé comme ça aurait été becqueté tout de suite. Et voilà, donc on voit un peu l'avantage du grain enrobé, quoi, hein. C'est pas pour rien que les agriculteurs aujourd'hui utilisent que ça. Et même la semence de ferme, en fait, ils font venir des prestataires pour enrober les grains. Alors c'est pas contre les moineaux à l'origine, mais en plus, voilà, on peut dire quand même que l'enrobage, il doit y avoir un goût, il doit y avoir quelque chose qui fait que les moineaux, ils préfèrent avoir du bon grain. On va dire naturel, quoi, hein, comme chez nous. Et le problème en fait de ça, c'est que quand vous êtes le seul là sur plusieurs hectares, vous êtes le seul à faire un petit champ de blé comme ça, vous ramassez tous les oiseaux du voisinage en fait. On a non seulement les oiseaux du village, on a aussi les moineaux qui viennent du village qui est là, hein. On a énormément de bâtiments abandonnés là dans le village du bas. Et voilà, ça c'est un petit peu le problème. Lorsque toute l'agriculture s'est mise au blé enrobé, et bien du coup vous voyez, lui, son blé il est magnifique, hein. Il n'y a pas un grain qui manque en fait, parce que les moineaux ne viennent pas ici. Et c'est sans compter bien sûr que c'est une grande parcelle, et on a en plus des fils électriques, et on a les oiseaux de proie en fait, hein, qui se mettent dessus. Et résultat, les moineaux, ils préfèrent venir dans des toutes petites enclaves comme notre jardin, avec du bon grain non enrobé. Et là, c'est le carnage, hein, le carnage complet. Et donc ça, c'est un problème aussi, hein, dont on parle peu. C'est que voilà, si vous reprenez un modèle agricole qui ressemble finalement à ce que l'homme fait depuis 12 000 ans, eh bien forcément, les ravageurs, ils sont adaptés à ça, ils sont adaptés à ce que l'homme a fait pendant 12 000 ans. Ils préfèrent du blé non traité dans un endroit où on conserve les arbres, quoi. Et du coup, le problème, c'est qu'on pourrait dire, oui, alors la solution, c'est de traiter les semences et d'arracher les arbres. Eh oui, mais le problème, c'est que là, c'est une fuite sans fin, en fait. C'est une fuite sans fin. Si on arrache tout, on n'a plus qu'à couler une dalle et puis ça fait propre. Il n'y a plus de moineaux, je suis d'accord. Mais non, c'est pas vers ça qu'il faut tendre. Il faut essayer de réfléchir et voilà, faire au mieux et réguler. Et tant pis pour les législateurs, quoi. Voilà, donc ça, c'était le petit topo moineau. Alors je rappelle bien entendu qu'il est interdit en France de détruire des nichés de moineaux, de détruire des moineaux, bien sûr. Je rappelle aussi qu'il y a une loi naturelle qui dit pas vu, pas pris. Voilà, donc ça fait un bon complément parce que vous avez été nombreux à voir la vidéo sur le semis du blé. Et puis ça paraît magique, hein, comme ça, vraiment c'est très plaisant. Et puis vous pouvez avoir encore une fois un élément extérieur qui vient et puis c'est le saccage complet. Mais encore une fois, cet élément extérieur, notamment le moineau, il dépend de nous, les êtres humains.
Et voilà, il faut peut-être y prêter attention, éviter de le favoriser et voilà, et faire ce qu'il faut quand il faut, dans la juste mesure. Et puis je vous dis à la prochaine.